Ok, nous allons parler ou bien comprendre le lien entre les valeurs culturelles et la protection de l'environnement. Un thème assez mythique dont nous allons parler ce matin. Alors, rapidement, je vais poser la question au docteur. Quand on parle valeurs culturelles et protection de l'environnement, quel lien pourrons-nous faire? Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Bon, je dirais que d'abord, la protection de l'environnement, comme la nature, dépend de la conception que l'on a de la nature. C'est que la façon dont vous voyez la nature, c'est de cette façon que vous allez la traiter aussi. Donc, c'est déjà, il y a un grand lien. Quand vous parlez de nature, nous parlons de notre nature là. C'est ça? Oui, l'environnement elle-même, Okay. je dirais. D'accord. Avant de vous voyez la nature elle-même, c'est de cette façon que vous allez aussi la protéger, la traiter aussi. D'accord. Bon, si nous prenons l'Afrique en général, l'Afrique voit la nature comme un dieu, c'est-à-dire quelque chose qui est sacré. Et déjà, le comportement envers la nature, envers l'environnement est automatique, c'est-à-dire il faut se comporter en bien envers la nature. Donc, nous voyons l'Afrique voit la nature comme un toit d'araignée dans lequel l'être humain fait partie. Donc, l'être humain dépend automatiquement de la nature. Nous sommes, donc l'Africain ou l'Afrique voit, nous voyons la nature comme étant une toile d'araignée, c'est ça, oui. Hein? Et de la même manière que plusieurs choses sont accrochées, et même les araignées sont accrochées aux fibres de la toile là, l'Africain se voit dedans complètement. Oui. C'est qu'on est intégré totalement. Monsieur Ataïmi. Comme une toile d'araignée. Vous savez, c'est ça la nature. Tu es en train de vivre ça en même temps. Il n'arrête pas de faire des grimaces sur ce plateau. Monsieur Ataï, est-ce que vous voulez vous lever un peu? Non, ça va, ça va. Allez non, visiter on capte les ondes. Monsieur Kolani. Non, on capte les ondes. D'accord. Madame Aïcha. Alors donc, c'est comme ça que nous voyons la nature. Oui. OK, d'accord. Donc, quand vous voyez, en fait, il y a une interdépendance entre l'homme africain et les éléments naturels, même sur le plan médical. C'est-à-dire, vous voyez, il y a, quand quelqu'un est malade, on va chercher un herbe pour le traiter. On se dit qu'il y a un élément que l'être humain dans son corps qui manque à l'homme. Donc l'élément là se trouve dans l'herbe qu'on doit trouver, dans les racines de l'arbre qu'on doit trouver pour intégrer, pour que le fonctionnement soit rétabli. Donc ça veut dire que lorsqu'un élément manque dans son corps, il y a un déséquilibre. Donc il faut que l'élément là vienne d'une plante pour être intégré. Mais au même moment, les plantes, je vais revenir là-dessus, les plantes que nous cherchons, ce ne sont pas des plantes que l'Africain va chercher comme ça. Vous voyez ce qui se passe en Afrique, par exemple, quand vous allez pour chercher une plante, on vous dit d'abord, il ne faut pas chercher les plantes la nuit, il faut demander la permission. Il faut amener l'eau versée à la plante, demander la permission à la plante parce qu'il y a une entité spirituelle qui se cache derrière. On se dit que la plante n'est pas seulement une simple plante. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a, les plantes même sont sacrées en Afrique. Et déjà, il y a un respect envers les plantes d'abord. Donc si je prends les valeurs africaines, les valeurs africaines sont à mettre en 3 catégories. La première catégorie est d'abord les valeurs religieuses. La seconde catégorie est les valeurs socio-culturelles. Et la troisième catégorie sont les valeurs morales. Donc si nous prenons les valeurs religieuses, tous les éléments de la nature, de l'environnement, sont conçus par l'Africain comme des entités spirituelles. Ce ne sont pas des simples éléments comme ça qu'il faut voir. Vous prenez le baobab, par exemple, c'est une entité de protection. Vous prenez le kapok, au nord, par exemple, c'est une entité spirituelle. Le kapok, là. Oh, Elias. On dit si kapok, tchango. Quand je dis si fio. Oui, mais Guérinkouka, le nord et tout ça, on parle de kapok. Oh. Coach, allez-y. Donc, il y a des... Docteur. Donc, allez-y, docteur, allez-y. Donc, beaucoup de plantes sont des choses sacrées que l'Africain voit. Par exemple, à Didikopé seulement, au pays, vous allez voir que les EVA qui sont là-bas, malgré qu'ils ont laissé leur terrain,
ils ont interdit qu'on coupe les baobabs. Oui. Et ces baobabs sont protégés. En fait, on peut dire que ce sont les mythes, mais en réalité, les baobabs, là, on sait ce que ça donne sur le plan environnemental. C'est-à-dire ça garde l'air, ça garde la pluie. Les baobabs jouent beaucoup de rôles sur le plan environnemental, sur le plan du climat. Donc, ils ont refusé qu'on coupe ces arbres-là. On peut dire que c'est sur le plan religieux, mais en même temps, ça protège l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut dire que les croyances ancestrales sont des choses qu'on a mis en place, mais ce n'est pas seulement spirituel. En même temps, ça entraîne beaucoup de choses sur le plan scientifique. C'est vrai que quand on parle de baobab et leur ombrage, on comprend le bien fondé de garder justement ce secteur-là. Et en même temps, ça nourrit aussi, parce que ça est une nourriture. Ça fait la sauce, ça fait beaucoup de choses. C'est médicalement, c'est bon aussi. Au point le crocodile, par exemple dans l'eau, certains refusent qu'on tue le crocodile ou qu'on le malmène. Chez d'autres personnes, on adore le crocodile. Et lorsque le crocodile est quelque part, quand le crocodile disparaît du fleuve ou bien de la rivière, l'eau finit, l'eau tarit en même temps. Donc le crocodile garde l'eau. Donc dans certains contextes, quand le crocodile est adoré comme un dieu, ce n'est pas seulement spirituel. Vous côtoyez un peu trop M. Ataï, non? C'est pas vrai. Donc le crocodile, il est dans l'eau, il a bu toute l'eau et puis lui-même, il a disparu. Ah, c'est parce que... Franchement, on parle de mythes, on parle de croyances. L'eau suit, en fait. Poursuivez, Dr. Chef, franchement. Donc, les poissons, au village, on nous interdisait même d'arrêter les poissons comme ça. C'est-à-dire les poissons, à un certain moment, quand les poissons sont quelque part, moi j'ai vécu ça au village, quand vous enlevez ces poissons, même si l'eau reste un peu, quand les poissons sont là, l'eau reste. Mais lorsque vous enlevez les poissons, l'eau arrive automatiquement. Donc, parfois, les poissons, là, tant qu'ils sont là-bas, l'eau n'est finie. Moi, j'ai mon baromètre. Donc, pour tout ce qui ouvre la bouche, là, dès que je vois Batiana faire comme ça, moi aussi, je dis oui. Ah ouais, c'est cellules. Les silures, oui. Vous ne connaissez pas silure non plus, non? Cellules, ouais, on connaît. C'est pas cellule, là. Silure, blolo. Ah. Il y a ça chez vous? Brodo. Blolo, Brodo, c'est Akmono, non? Oh, gosh. Adéo. Les silures. Silure, c'est adéo. Adéo, voilà, plutôt. Ça, je trouve ça. D'accord, donc ce qui veut dire que les poissons, leur présence engendre la retenue d'eau. Ok. Donc, il y a beaucoup d'animaux et beaucoup de plantes comme ça qui sont sacrées que l'Africain vénère. Donc, sur le plan religieux, il y a beaucoup de choses qui sont installées, mais on prend nos forêts sacrées aujourd'hui, qui sont devenues malheureusement qui ne sont plus des forêts sacrées, mais qui sont devenues des lots sacrés. C'est-à-dire, au lieu, c'était des forêts sacrées, on a coupé tellement que finalement, ce sont des lots qui restent, ce ne sont plus des forêts. Ces forêts sacrées-là qu'on vénérait sont des choses qui gardaient, qui protégeaient l'environnement. Donc, je ne parle pas, on va dire que bon, c'est un dieu, une entité qu'on adore, il y a un dieu là-bas, mais attention, ça protège automatiquement l'environnement. Ok. Donc, dans ça veut dire que sur le plan religieux, il y a beaucoup de choses qui se passent qui permettent la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, on a presque perdu ces valeurs-là. Donc, on ne demande pas à quelqu'un d'aller croire automatiquement à certaines choses, mais au moins ces valeurs-là doivent être gardées pour que la génération puisse, je ne sais pas, bénéficier de ça. Okay. Moi, je dis même cette histoire de protection des générations futures, des droits des générations futures, tout ça là, sont des choses qui sont déjà préparées par nos ancêtres qui sont là. Sauf que ces lois ne sont pas établies, ne sont pas écrites. Donc, c'est ça qui fait le problème. Sinon, en réalité, ils ont prévu tout est prévu pour que l'environnement soit protégé. Maintenant, sur le plan socio-culturel, il y a beaucoup de pratiques qu'aujourd'hui, on est en train de perdre. On prend par exemple la culture par rotation. Donc, vous allez au village. La culture par rotation. Oui, par rotation. C'est-à-dire, si vous cultivez l'igname aujourd'hui ici, demain, vous devez cultiver l'igname de l'autre côté. Et au fur et à mesure que la terre est en train de périr, quand la terre devient infertile, vous devez quitter le sol là et aller faire le champ de l'autre côté. Et ces façons de faire, donc ces façons de faire permettent de faire... Alors, vous savez, la culture et la protection de l'environnement du micro veut que le micro soit un peu plus tenu comme l'a tenu le professeur Wanda. Voilà, merci beaucoup, docteur. Allez-y. Donc, j'ai parlé de la culture par rotation. Donc, on ne reste pas sur un sol pendant longtemps. Quand vous cultivez 2 ou 3 ans, vous quittez là-bas. Vous changez. Vous allez... Et vous variez aussi les cultures. Donc, et quand vous quittez, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, avant de revenir sur le sol là, pendant ce temps, le sol là est renouvelé.
Et vous n'allez pas aller couper les arbres n'importe comment. Parce que lorsque on fait le défrichage, il faut couper certains arbrisseaux, il faut couper certains arbres, il faut brûler, tout ça là. Donc, quand vous quittez là-bas, vous laissez le temps que la terre se renouvelle avant de revenir. Okay. Donc, cette culture aujourd'hui est en train de disparaître avec les tracteurs, les catapillars qu'on a ramenés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la protection de l'environnement n'est plus facile aujourd'hui. Alors, moi, j'aimerais poser encore une question concernant maintenant les actions à mener. Les leaders communautaires, ou bien je vais parler de l'école également, le système éducatif. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour amener maintenant la jeune génération à ancrer cette culture-là en elle et pouvoir l'appliquer pour une protection de l'environnement pérenne? Est-ce que c'est possible encore d'appliquer ça? Oui, c'est possible. Voilà, par rapport à la question posée par l'effort, M. Attey. Oui, parce que quand il parle de la mécanisation, par exemple, on a même des enquêtes aujourd'hui moi, je dirais, qui plébiscitent ça, parce que ça aide aussi à avoir de grands espaces et puis des cultures plus nombreuses et tout. Donc, est-ce qu'on peut arriver encore... comment choisir le juste milieu, en fait? Moi, c'est ce que je me dis, même par rapport aux arbres dont vous parlez et tout. Comment faire pour le juste milieu? Bon, aujourd'hui, on ne peut pas demander à quelqu'un d'aller réadorer une forêt sacrée. Peut-être la personne est chrétienne ou bien musulmane. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un de revenir. Ou bien... Mais il y a beaucoup de facilités. Il y a des moyens. C'est-à-dire l'éducation d'abord. Quand il parle d'éducation, il faut d'abord miser sur ça. Parce qu'il y a un problème crucial que nous avons en Afrique et même au Togo. Et c'est l'histoire de solidarité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mise sur ça. On a ancré beaucoup de choses sur l'individualisme d'abord. C'est-à-dire chacun individu dans son coin. Je balaye ma chambre, je balaye ma cour et je laisse le reste à l'autre. Et, excusez-moi, je vais encore parler d'Agoy. Donc, quand vous... 2 secondes. Qui sommes-nous? Alors, population d'Agoy. Appel vibrant. Docteur Tchien vous aime. Il vécut Ouais. à Agoy combien d'années? J'ai fait 3 ans là-bas. 3 ans comme le vous Seigneur vire. Jésus. Il a eu tout le temps de faire tout ce qu'il faut. Oui. Donc, ce qu'il va dire, prenez ça en compte. Il y a un tome, il y avait vie. Noves. Allez-y. Donc, Docteur. quand je prends Agoy, il y a plusieurs quartiers de Lomé. Je prends seulement Agoy. Un exemple. Au niveau de la ville même, vous prenez la ville, il arrive là parfois, ça ne va pas du tout. Les caniveaux sont laissés comme ça. On laisse je ne sais pas, des piawata, des sachets dedans, et personne ne veut s'occuper. Et ça, c'est très grave. On dit qu'on attend quelque part que quelqu'un quitte pour venir le faire. Et ça inclut automatiquement un problème crucial. Il y a un terme que moi je n'aime pas. C'est un terme que les jeunes ont fabriqué. Ils appellent ça tamia. Depuis que ce terme est sorti au Togo, personne ne fait du bien. On doit inculquer, à dire aux Togolais que le bien est inconditionnel. Elias, vous avez entendu? Non, le bien est inconditionnel. Vous avez Je suis un entendu? chantre de cette phrase. D'accord. Donc, vous allez, vous voyez, les gens, tout le monde passe, on regarde ça. On attend, si je fais le bien, c'est-à-dire si je ramasse ces sachets-là, on doit me payer. Non, ce n'est pas automatiquement ça. Il faut inclure certains valeurs. D'abord, la solidarité, savoir que la chose que nous faisons aujourd'hui nous appartient. Moi, par exemple, moi, je ne peux jamais, pour que, même si je suis, je bois Pierre Water, il m'est difficile de jeter le sachet par terre. C'est-à-dire, même je peux mettre le sachet dans ma poche. Ça, c'est l'ancienne génération. Hein. Même quand je prends Botocoin, vous me mettez Botocoin dans votre chose, comme sachet noir. Tout ça, là. Quand je finis, je suis obligé de le mettre dans ma poche. Peu importe la chemise que j'ai portée. Donc, vous mangez pour quoi? Oui. On va vous gâter aujourd'hui. Attaquez Mamboni. On va vous gâter aujourd'hui. Grave. Donc, ce qui est surprenant, c'est que on voit quelqu'un qui est là, et puis il suce Pierre Wata, bien il boit Pierre Wata, et puis il prend le sachet, il jette par terre, et il te dit, va au Ghana voir. C'est vrai. Que c'est propre C'est là-bas. paradoxal. Comme si les Ghanéens, là, ils étaient extraterrestres. Mais c'est les Ghanéens même qui mettent au propre leur ville. C'est vrai, c'est vrai. Donc déjà, il faut d'abord éduquer les gens à comprendre que nous sommes les mêmes personnes. Quand vous faites du bien, vous faites le bien pour tout le monde. Et quand quelque part c'est sale pour tout le monde. Oui. Tout le monde va tomber malade. Docteur, il a parlé de l'individualisme. Mais par contre, on sait qu'en Afrique,
on nous reconnaît pour cette solidarité-là. On perd cette valeur-là. Qu'est-ce qui fait qu'on la perd? C'est quoi? C'est la modernisation? Non, oui, c'est la recherche de l'argent et pas d'État. Mais... Je pense que c'est la divergence des intérêts de tout Voilà. un chacun. Voilà. C'est-à-dire que quand, par exemple, moi, je ne trouve pas d'intérêt à ramasser un sachet de pierre taille que l'autre trouve, il y aura toujours discordance. Il y aura jamais... Il faut qu'en réalité, on puisse réinculquer cette valeur-là de protection de l'environnement, tout un chacun, individuellement, avant de pouvoir avoir le collectif. Parce que si on se dit que bon, la personne doit être individuelle, la personne n'est pas motivée par tes intérêts. Par exemple, toi, tu es motivé par un autre intérêt, moi, je suis motivé par un autre intérêt. On ne va pas forcément avoir... Vous allez lancer éco-jogging et moi, je vais me dire si je viens, je gagne quoi. Voilà, C'est justement. vrai. Donc, il faut qu'on réinculque cette valeur-là de protection de l'environnement à tout un chacun, individuellement d'abord, avant de pouvoir penser au collectif. Enfin, c'est selon moi. Individuellement, c'est... Et pour ajouter, Oui. je pense que si on veut prendre l'exemple sur le Ghana, à un moment donné, il y a eu la force qui était derrière. Les gens étaient forcés de respecter cela. Si tu jettes quelque chose, la police te poursuit et même les gens aux alentours te signalent. Et si on le fait ici aussi, les gens seront obligés de respecter cela pour rendre propre à l'environnement immédiat. C'est fou comment on voudrait qu'on ait de la police derrière pour faire du bien. Moi, oui, parce qu'il faut voir forcément... Ça c'est pas forcément un principe de l'Afrique. Je pense que c'est l'être humain même qui est un peu comme ça. À un moment donné, comme le dit M. Vignon, il y a des personnes pour qui c'est instantané. Elles épousent l'idée. Et puis, il y a ceux avec qui, franchement, il va falloir tenser, taper du poing sur la table. Il va falloir dire, c'est comme ça. Si on veut y aller, il faut qu'on y aille. Nous devons tous aller vers un seul et même objectif. C'est pareil, quoi. Donc, je crois qu'il faudra une petite poigne de fer quelque part. Forcément, on va le faire. Donc, en fait, il y a au Togo, il y a ce qu'on appelle la législation environnementale qui est là actuellement, mais qui s'est basée seulement sur les zones forestières. Mais il faut que ce que Wanda vient de dire, ce que vous venez de dire aussi, c'est-à-dire, même si la police doit être derrière là, il faut qu'on les fasse. Les revendeuses d'Aïmolo, de tout ceux qui vendent avec les sachets, vous voyez quelqu'un qui vend les choses, mais la personne n'a pas une poubelle à côté. Chaque fois, quand je vois quelqu'un qui achète quelque chose, mais il n'y a pas une poubelle ici, vous tournez en rond. Il faut que ça, c'est une éducation. Non seulement, même les mairies peuvent faire ce travail. Vous êtes installé quelque part, vous n'avez pas de poubelle, vous ne vendez pas. Je voulais soulever ce problème-là aussi parce que si par exemple tu as la volonté de faire la chose et que tu dois marcher sur 500 mètres avant de trouver une seule poubelle ou bien sur 1 km ou 2 km avant de trouver une seule poubelle, à un moment donné tu t'en lasses parce que tu te dis que tu veux le faire. Mais quand la déro, quand par exemple tu es en centre-ville, tu marches, tu cherches, tu ne trouves pas. Comme le dit si bien le docteur, finalement, tu es obligé de mettre ça dans ta poche. Mais en réalité, une fois que tu as des poubelles à chaque 500 mètres ou bien à chaque 1 km, ça te facilite la tâche. Et ça devient un automatisme. Mais lorsque tu cherches, tu es obligé de chercher sur 1 km, 2 km, 3 km, parfois même 5 km avant de trouver une seule poubelle. C'est qu'il y a un problème quelque part. Mais il y a des communes aussi qui mettent des poubelles aujourd'hui. Oui. Il faut juste dire qu'il y a des gens qui ont de la bonne foi et la mauvaise foi surtout. C'est ça. Qui, malgré le fait, tu vois poubelle, ils voient poubelle là-bas. Ils déposent sous Mais ils déposent le plastique à côté. Bah oui. C'est compliqué, c'est grave. Je comprends ce que vous dites, mais en même temps... Et je comprends même l'individualisme dont parlait le docteur Tché, parce que Batiana parle de poubelles dehors. Il y a des personnes qui ont des poubelles dehors. Mais elles considèrent que ce sont leurs poubelles qu'elles ont mises dehors. Si toi, tu passes, tu as bu ton sachet de purée et tu jettes dedans, ça m'est déjà arrivé. On te regarde mal. Oui. Moi, j'ai voulu jeter, on m'a regardé très mal. La personne dit, mais il y a essayé de gapler. J'ai deux poubelles dehors. Oui. Tu viens me mettre. Ah non, mais c'est compliqué. Non, Vous mais c'est imaginez? ça en fait, parce que sincèrement, c'est de l'individualisme. Et puis c'est à ça. haut niveau. En plus, aujourd'hui, à cause de ces sachets, quand il pleut, la voie, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Le quartier est inondé d'une manière, et puis tu vois les sachets partout. Et maintenant, tu te poses la question, qui va venir faire? C'est toi, mais c'est à toi de faire. Docteur. Désolé.
Alors, comme on est en train de le dire, docteur, je vais vous lire ce message avant qu'on le poursuive. Bonjour Nectar, merci pour les éclairages sur l'environnement. En réalité, la pression démographique entraîne une pression sur les terres qui ne permettent plus de pratiquer les jachères d'entretemps, de même que les assolements. Il faut des systèmes intégrés qui associent la culture avec des allées constituées d'espèces sylvicoles régénératrices de la fertilité des sols. Sinon, on aurait beau sensibiliser les parents sur la protection, mais la destruction continuera car c'est une question de survie actuelle des populations. On rejoint ce que M. Eyas Sataï était en train de dire. Oui. La solution serait quoi si on doit parler de chez nous aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire, il faut, par exemple, directement, il faut que l'État, quand je dis les mairies peuvent le faire, c'est-à-dire, il faut que dans chaque mairie, ils exigent de tout le monde dans leur commune, surtout les revendeurs d'abord, de mettre les poubelles là où elles vendent. Ça, c'est automatique. Quand ils vont exiger ça, vous allez voir que malgré le fait qu'ils vont dépasser les poubelles, certains, dès que la personne voit la poubelle, la personne est obligée de mettre les choses dedans. Donc, on peut vendre quelque chose avec des sachets, mais on n'a pas la poubelle à côté. Et ça, c'est grave. Moi, j'étais dans une maison quelque part, et quand je devais déménager, aller quelque part, on avait construit pour me loger en tant que pasteur. Je suis arrivé là-bas, il n'y avait rien que des déchets. Ils ont versé n'importe quoi dans ces dépotoirs. Mais quand je suis arrivé en même temps, il n'y a plus le temps, j'ai arrangé, enlevé tout. J'étais parti acheter une grande poubelle déposée là-bas. Et j'ai écrit déposer, celui qui va venir verser par terre là. Lui, là, il a demandé 5 000. Mais quand j'ai mis une poubelle là-bas, c'est terminé. Quand ils ont vu la poubelle, ils ne sont plus venus verser. Voilà. Et ça fait que vous n'avez... Non, mais Non. ils n'ont pas besoin de payer, c'est ça justement. Sinon, comment on va bâtir ce pays-là? Je crois que chacun doit prendre une responsabilité quelque part. Ne pas forcément attendre que l'autre... Aujourd'hui, il y a un phénomène d'inondation qui se parle, on ne comprend pas. Même les sachets que nous laissons, quand les sachets sont enfouis, l'eau ne pénètre plus le sol. Donc, les gens sont quelque part, vous avez acheté votre terrain, vous avez construit là-bas. Maintenant, vous laissez les sachets quelque part, vous pensez que vous faites ça à quelqu'un. Un jour, l'eau reviendra vous trouver là-bas. C'est-à-dire, les sachets vont... Pourquoi est-ce que ça vous trouver en fait? Donc, ça pousse les gens à rentrer dans l'eau et pénétrer sous l'eau pour retirer en fait dans les bouchons tout ce qui est comme sachet. Avant que l'eau, oui, dans les caniveaux, avant que, même pas les caniveaux, même les retenues d'eau, il y a des points où les eaux se versent dedans. Ils sont obligés d'aller. Avant qu'on s'en a belli, que nous sommes dans la retenue d'eau, mais quand même, il y a des choses quand tu vas. Et ceux qui vont se. Ils ont dit ça. Qui retrouvent des matelas. Il fallait demander. Les matelas. Et puis c'est dans ça les gens vont se jeter. Ouais. Il faut, quand même, moi je dis qu'il y a des avancées. Oui. Il y a beaucoup d'avancées aujourd'hui. Oui. Et malheureusement, nous sommes confrontés à la dure réalité de la vie. Il faut la modernisation, il faut le développement. Des espaces qui étaient verts à l'époque doivent aujourd'hui servir d'entreprises, de tout ça. Donc, l'éducation, la sensibilisation, petit à petit, je pense qu'on pourrait y arriver. Enfin, je crois. On pourrait y arriver. Et si possible, marteler sur les éducations civiques et morales à l'école. Parce que ce n'est pas seulement comment traverser la route ou bien des histoires, mais aussi parler et marteler sur ces histoires pour pouvoir aider les élèves, parce que les gens qui le font aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont manqué ça pendant la petite enfance. On ne les a pas vraiment inculqué cela. Et en grandissant, ils n'ont pas grandi avec ces valeurs. Donc, je pense qu'on doit le faire aussi dans les écoles. Ils ont commencé, je pense que le gouvernement a commencé par intégrer ça. Cette année, en philosophie en terminale, ils ont intégré un chapitre qu'on appelle la bioéthique. La bioéthique. La bioéthique, oui. En terminale. Hein? Oui, ce qui se rapproche automatiquement de l'éthique environnementale. Okay. Ah ben voilà, ça, je parce que quelqu'un a dit, par exemple, solution, il faut qu'il y ait une volonté politique derrière. Oui, il y en a. Volonté politique indispensable, introduire des sachets biodégradables. En remplacement des sachets en plastique, donc législation interdisant l'importation et la vente des sachets en plastique avec des saisies et des sanctions. Je crois que depuis fort longtemps, elle existe chez nous et il y a cette lutte-là qui se fait. Il y avait avant des choses, vous ne pouvez pas imaginer, mais aujourd'hui, c'est mieux. Il y a du mieux. Oui. Il y a du mieux, mais c'est juste qu'il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. Ça doit se faire continuellement jusqu'à ce que les choses puissent changer de nos jours.
Docteur. Oui, donc je disais que c'est quelqu'un qui achète un terrain. Laissons la solidarité. Votre terrain que vous avez acheté là, si vous laissez les sachets là-bas, là, l'eau viendra vous chasser un jour. Clair. Parce que les sachets vont s'entacher, vont s'enfouir dans le sol et l'eau ne peut plus pénétrer. Maintenant, quand il pleut, l'eau reste à la surface. Donc, l'eau est obligée de vous ravager. Donc, beaucoup de quartiers qui sont là, à Lomé, il y a beaucoup d'inondations. Quand vous pouvez voir que le sol n'aspire l'eau. Voilà. Donc, et ça, les gens doivent comprendre ça. Donc, c'est quand vous pouvez vous acheter votre terrain et vous faites des pratiques qui sont contre l'environnement, un jour, c'est vous qui serez en danger. Et vous allez perdre votre terrain, comme ça. Merci infiniment, docteur. C'est toujours un plaisir quand on vous reçoit parce que c'est énormément d'éducation. Mais aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, avant de vous laisser partir pour 2 minutes, comment chanter? Non, docteur ne va pas chanter. Il ne faut pas faire chanter le pasteur. Jusqu'aux dernières nouvelles, vous êtes toujours pasteur, rassurez-moi. Oui, oui. Ah, je ne suis pas son fidèle. Alors, donc, vous n'êtes pas son fidèle. Vous avez demandé tout à l'heure s'il priait pour vous. Oui, mais bon, comme frère togolais. Alors, docteur, à chaque fois que vous venez, vous savez qu'on nous on aime bien vous titiller un peu. Hein, donc, non, il ne va y avoir rien de grave. On a fait avec vous une série d'émissions ici qui a vraiment eu beaucoup de remous concernant les prénoms. Oui. Donc, quelqu'un qui s'appelle Vignon. Souvent, ce sont des quoi? Pourquoi vous regardez le jeu? Tu vas avoir l'inspiration. Lui, on parle. C'est pas de lui on parle. C'est pas de lui. Il n'y a pas de lui on parle. Là, il reçoit un message de l'esprit, je crois. De l'Esprit Saint. Bon, Attention, docteur, dites les vraies bonnes choses qui vont nous faire plaisir à nous. d'accord. Vous connaissez En fait, Elias et Pas moi. lui, hein. en fait, je ne sais pas dans quelle langue, mais déjà quand on dit vignon, je ne sais pas si c'est... Allez-y, docteur. Ça veut dire que si on l'appelle vignon, ça veut dire que souvent il y a dans les familles, il y a ce qu'on appelle la stérilité. Comme la stérilité. Stérilité. Oui. Ok. Et parfois, vous avez vu ce qui s'est passé entre Sarah et puis Abraham. Longtemps, quand ils auront un enfant un jour, ils vont dire et vignon. Et dire par rapport à l'histoire que les parents ont traversée, ils sont obligés de donner ce nom à l'enfant. Deuxièmement, vous savez qu'en Afrique, un enfant, c'est comme une richesse. Quand vous êtes fatigué, vous êtes vieilli, vous lui faites plaisir, hein, pas moi. Non. Le docteur est dans la vérité. Le docteur a dit sur cette émission. Le docteur est dans la vérité. Je me rappelle. Allez-y, monsieur Attel. Oui, parce que là, ça va être intéressant. Le docteur nous a dit ici au plateau, il y a des noms qu'on donne. Mais c'est le contraire. Docteur Mengetto. Et ghetto. Ou bien? Oui. Alors, ne poursuivez pas, vous avez tout dit déjà. D'accord. Vous avez répondu. Donc, Vignon, oui, en tout cas. Le docteur a dit ce qu'il ne voulait pas dire. Non, mais comment ça? Il Non, a rien dit, absolument ok. pas. Bon, on ne sait jamais. Je sais que vous ne devez pas connaître, mais est-ce que vous avez quand même une explication par rapport aux gens qui s'appellent Daouda? Daouda. Bon, ça, c'est chez les musulmans. Et là, Le sentimental, ouais, des choses de ce genre. Bon, Bachana peut... Vous connaissez Daouda le sentimental? Bon, vous connaissez Daouda le sentimental? Oui. Vous connaissez sa chanson, c'est laquelle? Oh, laisse docteur tranquille. Ça, c'est récent. Alors, docteur. Oh, Ça va. voilà, alors, docteur. Bon, je connais plusieurs de ces chansons. Laissez, Pourquoi vous dérangez le docteur? allez-y, docteur. Agouaï aussi. C'est lui qui a chanté à présent, je vais lui offrir mon cœur. Voilà, cette chanson, je l'aime. On n'a pas Docteur, entendu. on n'a pas bien entendu les mots. Il dit à présent, je vais lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs. Bon, je pense que c'est bon. Il pense que c'est bon. Il pense que c'est bon. Donc, ok, mais merci beaucoup. On Oui. sait que votre cœur est offert à Agouaï. Bon. Votre cœur est offert. Eh bon, j'ai vécu là-bas. Oui, on sait que vous aimez Agouaï. Vous voilà. aimez Agouaï, non? Oui. Alors, comment ça? Et comme on est vendredi, et on sait que vous avez Jacques comme prénom, n'est-ce pas? Oui, madame. Et quel est votre prénom natif? J'avais déjà des prénoms. Oui, mais on veut que vous le disiez parce que vous avez plusieurs qui vous suivent et qui réagissent de chez vous. C'est pourquoi j'ai envie que vous les saluiez, en fait. D'accord, j'ai des prénoms. Le premier prénom, c'est Tchaharou. C'est le nom de celui que j'ai incarné. Ce qui veut dire? Tchaharou, c'est d'abord Nyato.
Nyanto qu'on mange. Oui. Oh, docteur, you are sweet. Allez-y. Maintenant, le second nom, c'est Aloachu. Ça, c'est le nom des jumeaux. Nom de... Des jumeaux. Ah. Donc, je suis, oui, avec une fille. Donc, elle aussi s'appelle Aloanam. Docteur! Vous nous cachez des choses. Oh, mais dis donc! Fallait dire ça plus tôt. Vous venez avec quel prochain nom? Elle s'appelle comment, Aloacha? Aloanam. Aloana. Louacha. Aloacho, Aloacha. Ah, mon Dieu. Nectar, franchement, essaye de trouver une explication à Nectar, docteur. Parce que moi-même, je n'en peux plus. Oui. Aloachu, d'abord, les gens disent que c'est le père des Alois. C'est ce que les gens entendent. C'est-à-dire Le père Aloachu. Aloa? Le père des Alois. Oui. Mais en fait, ce n'est pas ça. Le chou en lamba, c'est la chaux, l'argile. L'argile qu'on prend pour fabriquer. Or, vous savez que Dieu a fait l'homme à partir de l'argile. Donc, Aloachu, ça veut dire que c'est l'argile des esprits. Voilà, donc, c'est-à-dire, c'est lourd. Les esprits comment? c'est-à-dire, vous savez que le chou, c'est choun, c'est l'argile qu'on a pour fabriquer l'homme. Voilà. Maintenant, celui qui vient au monde, il est l'argile. Il est le pot que les esprits ont fabriqué. Donc, ce jumeau-là, c'est l'argile, le corps que les entités ont préparé, les esprits ont fabriqué. Donc, ce n'est pas une simple personne. Vous n'êtes pas simple, docteur. Je suis pas simple, docteur. Touchez un peu, voir. Ça va? C'est lui. Vous touchez l'œuvre des esprits, hein? Qui suis-je, Docteur. moi? D'accord. Votre jumelle, elle est là? Oui, elle est là. Oh. Vous entendez bien? Oui. Et est-ce que vous avez quand elle pense quelque chose, vous pensez ça? Est-ce que vous avez le don de tout ça? Oui, souvent, ça arrive. Oh. Elle est pasteur aussi? Non, elle n'est pas pasteur. Elle a vécu à Gouaï aussi? Non, elle n'est pas. Oui, avec tout Aloacha. Non, Aloanam. Oh, docteur, on n'a pas envie de vous laisser partir. Vous restez avec nous, on va au deuxième clip et juste derrière, on va recevoir Daouda, le non sentimental. D'accord, c'est madame. parti. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.